Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes en direct sur la télévision, vous êtes en relais sur la 96.3 FM For You Radio. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. N'oubliez surtout pas le streaming, l'application téléchargeable, aussi bien sur Play Store que sur App Store. La dernière édition de la semaine du point sur l'actualité, édition du 23 février 2024. Nous sommes au Niger, nous parlons justement de cette découverte. L'annonce a été faite notamment par les autorités réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Après l'annonce, notamment par les services de sécurité en début de ce mois de janvier à Tesker dans la région de Zinder, d'une cache d'armes de guerre soupçonnée d'appartenir aux proches du régime déchu de Mohamed Bazoum. C'est à Niamey qu'un nouvel arsenal a été découvert dans la villa précédemment occupée par les militaires français et dans les locaux de la mission européenne EUCAP Sahel. Pour les autorités nigériennes, ces découvertes témoignent clairement des velléités de déstabilisation orchestrées par la France et des proches de l'ancien président Mohamed Bazoum. Qu'en est-il réellement? Les autorités ont-elles raison d'évoquer une stratégie de déstabilisation du Niger? Avec le concours de nos confrères de la télévision nationale nigérienne, nous en saurons un peu plus, mais surtout aux côtés de nos invités. Ils sont 3 ce soir. Nous mettons le cap sans transition du côté de Niamey, retrouver Habib Boubacar Touré. Bonsoir à vous très cher monsieur, je rappelle que vous êtes analyste politique. Bienvenue à vous. Bonsoir monsieur Ngué. Bonsoir à mes copanélistes, à vos techniciens qui font un travail formidable, grâce auquel nous arrivons à partager nos analyses sur votre plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs, d'auditeurs qui nous suivent sur la chaîne leader panafricaine, For You Media. Merci pour l'invitation de cet après-midi. Un multiplex, vous serez aux côtés d'Omar Amadou Issoufou Didiapenda. Il réagira ce soir en direct du Caire, en Égypte. En présentiel sur le plateau, patient parfait d'homme, nous a rejoint le consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité. On l'appelle affectueusement Doyen. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Baudelaire Guénin, Prince de Maton. Bonsoir. Bonsoir à Habib Touré, le jeune loup dans très long. Toujours un plaisir de partager un plateau avec lui. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, à nos millions de téléauditeurs, de techniciens, à toute l'Afrique en marche vers sa libération. Et très heureux une fois de plus d'être là ce soir. Voilà. Que se cache-t-il derrière cette découverte? On parle d'armes de guerre appartenant bien sûr aux proches du président déchu Mohamed Bazoum dans une villa ayant appartenu aux soldats français qui, souvenez-vous, ont quitté le Niger il y a quelques mois de cela. Les perquisitions ont été menées, les saisies ont été réalisées sous les caméras de nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Nous prenons ce grand format qui nous est dressé et juste après, messieurs, nous reviendrons vers vous pour les différentes analyses. Les autorités nigériennes ont-elles raison de parler d'une tentative de déstabilisation du pays? De toutes les façons, on en saura un peu plus juste après cet élément que nous proposent nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités. À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger
Sylvain Ité a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment l'opinion ambiante en France, Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. À quelle fin s'agit-il des cibles des probables attaques? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaque d'immatriculation mais sur lesquels ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout des champs? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la France, il ne s'agit plus de désir caché, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens avec le CNSP et d'être focus sur l'objectif ultime, la souveraineté totale du Niger. Il est donc impératif de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour atteindre un tel objectif. Et le reportage est à retrouver sur nos différentes plateformes. Toutes nos plateformes numériques, Facebook, YouTube. Vous pouvez y faire un tour pour justement retrouver cet élément. Merci à nos confrères de la télévision nationale nigérienne. C'est un véritable arsenal de guerre que les services de renseignement et de sécurité ont mis la main cette semaine en Niamey. Et donc, les images ont été diffusées, comme vous l'avez vu à l'instant, par la télévision nationale nigérienne ce 22 février 2024, à la suite notamment des perquisitions effectuées les 19 et 20 février dernier. Selon la même source, des caches d'armes de guerre ont été découvertes dans une villa au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée notamment par des instructeurs militaires français qui s'est révélé être un vrai centre d'opération militaire et au siège de la mission européenne ECAP Sahel. Selon les autorités, des perquisitions menées notamment par les services de la police judiciaire, de la gendarmerie et de la police scientifique ont permis de découvrir tout un arsenal
national de guerre destiné bien sûr à mettre, ou du moins, oui, à mettre une stratégie de déstabilisation du Niger sans toutefois préciser bien sûr les circonstances dans lesquelles ces caches d'armes ont été clairement découvertes. Nous avons été rejoints par Omar Amadou Issoufou Didiapenda. Bien le bonsoir à vous très cher monsieur et bienvenue. Bonsoir, monsieur Baudelaire Nguéné. Vous me recevez? Parfaitement, Omar. Nous vous recevons parfaitement. Bonsoir, Parfait Ndom qui est sur le plateau, le doyen. Bonsoir aussi à mon frère Habib de l'autre côté de Niamey. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média. Et merci pour l'invitation, comme d'habitude. Et merci vraiment pour l'effort que vous fournissez pour distiller une information non censurée avec des vraies valeurs et vraiment une conscience très importante pour les Africains. Merci. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou Didiapenda. Habib Boubacar Touré, puisque vous êtes sur place à Niamey, on parle de 2 caches d'armes. Une découverte durant le mois de janvier, début mois de janvier, du côté de Tasker, j'espère que je prononce bien, d'ailleurs dans l'élément, on a vu une carte d'ailleurs de cette localité située dans la région de Zinder, une autre à Niamey, 2 caches d'armes militaires appartenant bien sûr à des proches du président Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger, entre autres depuis le 26 juillet 2023. Mais la chose la plus curieuse dans cette histoire est que pour la plupart du monde du côté de Niamey, les perquisitions ont particulièrement été menées dans une villa ayant appartenu du moins aux instructeurs français, parlant justement de ces soldats français qui ont quitté votre pays au quartier francophonie, du côté bien sûr de Tchangaré. J'espère que je me retrouve dans mes notes. Alors Habib, pour vous qui êtes sur place au Niger, est-ce que nous avons plus d'informations à ce sujet? Et deuxième volet de ma question, est-ce que les autorités ont-elles raison de parler aujourd'hui de manœuvres visant à déstabiliser la transition en cours? Monsieur Nguéné, sur le volet de votre deuxième question, je suis tenté de dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, de fermer un peu leurs yeux sur ce qu'ils ont vu et d'ouvrir leur esprit. Est-ce que d'autres chefs d'État, présidents de la République africaine et ailleurs en Amérique latine n'ont pas été assassinés parce que n'ayant pas les mêmes valeurs et les mêmes visions de la marche de leur pays avec les impérialistes occidentaux? Est-ce que au Madagascar, le président Richard Ratsimandrava n'avait pas été assassiné en 1975? Est-ce qu'en Centrafrique, François Tolmbambaye n'avait pas été assassiné au Tchad plus tôt? Est-ce qu'au Nigeria, le général Murtala? Je peux continuer et revenir même au Niger. Est-ce que le général président Ibrahim Baré Maïnassara n'a pas été assassiné sur le tarmac de l'aéroport de Niamey ici en 1999 parce que justement il avait une ligne de souverainiste, il avait une ligne de volonté d'utiliser les ressources de son pays au profit de ses concitoyens et parce qu'il avait cette ligne panafricaine qu'il avait amené à violer l'embargo illégalement imposé à la Libye de Kadhafi, parce que aussi il avait fait un déplacement à Cuba où il est allé voir le leader Maximo Fidel Castro, ou un déplacement au cours de laquelle il est revenu avec plus de 50 médecins qui ont contribué à améliorer la santé des Nigériens. Voilà l'histoire de ces pays occidentaux qui, chaque fois, quand ils sont mis à mal, comme c'est le cas aujourd'hui au Sahel, où ce n'est un secret pour personne, les 3 pays du Sahel ont décidé, malgré les risques auxquels les leaders, je vais parler du capitaine Ibrahim Traoré, du colonel Assimi Goïta et aujourd'hui du général Abdraman Tchani, sont exposés, ont décidé de suivre la voie de leur peuple, celui du salut, celui de la souveraineté et d'assumer cette responsabilité. Et une fois que ce chemin a été adopté, on savait qu'il n'allait pas rester les mains croisées et que des faits de ce genre-là, pour déstabiliser, pour remettre en question cette révolution populaire afin de ramener les laquais locaux qui ont toujours servi la politique de ces Occidentaux-là sous le couvert de la démocratie occidentale importée. Ils allaient essayer des choses. On est passé par l'épisode intimidation, par l'épisode menace, on est passé par l'épisode tentative
d'évasion de Mohamed Bazoum et de sa famille. On est passé par l'épisode également sanctions inhumaines, illégales et iniques à travers leur proxy, qui est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Là, ils sont en train de passer à un autre niveau. La villa dont il s'agit au niveau de la francophonie était une villa occupée par des instructeurs français. Il faut vous rappeler, Issoufou Mahamadou et Bazoum les avaient permis de venir souiller le sol du Niger illégalement, sans aucune forme de procédure légale, en tout cas comme prévu par nos textes. Les Français se sont installés ici et ils étaient en terrain conquis où ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Déjà, le fait qu'un arsenal de guerre aussi important que celui-ci puisse être installé dans une concession privée en pleine zone habitée autour, où c'est des habitations, c'est des Nigériens lambda qui sont voisins à eux, était déjà un échec. Cela seulement aujourd'hui peut justifier pourquoi les forces de défense et de sécurité du Niger, qui ont la mission régalienne d'assurer la sécurité des Nigériens, ont décidé de prendre leurs responsabilités le 26 juillet. Ensuite, quand il était agi de partir, ils ont décidé de laisser cet arsenal-là, parce que certainement, c'est plus facile d'infiltrer des hommes avec les frontières poreuses que nous avons, surtout avec le Nigeria à plus de 1500 km de frontières, qui, malgré la fermeture décidée par la CEDEAO et tout, est vraiment une fermeture virtuelle. On pouvait faire passer des hommes une fois que le matériel est sur place. C'est certainement pour cela que les gens ont tenté de laisser ce matériel de guerre que vous avez vu, des armements sophistiqués avec des munitions. Quand on se rappelle que nos soldats sont tombés à Inates parce que c'était battu jusqu'à la fin de leurs munitions et n'avaient pas été ravitaillés, on comprend la portée de ce qui était en place quand on revoit les images de ces quantités de munitions, d'armes, de grenades, de tout ce qu'il faut pour un commando afin d'opérer, parce que c'est facile de nuire. Il suffit juste d'attaquer les points sensibles, comme vous avez vu sur les cartes. Ensuite, le deuxième endroit, ça a été la mission de Cap Sahel. Le Cap Sahel, c'est cette mission européenne qui a été décidée à la suite du sommet de la Valette, le fameux sommet qui devait amener les Africains, surtout le Niger en son temps, à être la frontière de l'Europe, afin d'empêcher aux Africains de migrer vers la Libye. Et au nom de ça, plus d'1 milliard d'euros avaient été votés et partagés entre les dirigeants en son temps, dont Mahamadou Issoufou, qui avait pris cet argent, qui avait décidé d'aller à l'encontre des règles de libre circulation de la CEDEAO et de l'UEMOA en empêchant aux subsahariens de se mouvoir sur le territoire nigérien, d'arrêter les Nigériens lambda qui avaient leur commerce et leur business entre le Niger et la Libye, et en tuant complètement toute l'économie du Nord et en mettant cette partie septentrionale du Niger dans une situation un peu difficile, parce que quand les jeunes sont sans issue, ils sont tentés aussi de répondre à des faiseurs de sémeurs de troubles et de morts sur leur chemin, puisqu'ils n'ont pas autre issue. Donc, c'est cela qui a été la politique de Issoufou et de Bazoum qui a permis quand même cette infiltration de ce matériel de guerre. Et Cap Sahel, qui est une mission européenne, n'a pas hésité à se rendre coupable. Il faut rappeler que les autorités du CNSP ont mis fin à cette mission et avaient même empêché, il y a quelques semaines, le retour du chef de mission à son arrivée à Niamey. Parce que les autorités ne comprenaient pas pourquoi une mission qui a été arrêtée, dont on a mis fin, et que des gens décident de revenir sur le territoire nigérien. Mais en réalité, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la découverte de cet arsenal, les gens savaient ce qu'ils avaient laissé dans les locaux et il fallait certainement revenir pour les déplacer ou les mettre à l'abri, parce que la sommation de départ avait été intimée de façon unilatérale par le Niger et c'était purement stratégique. Sur ce point, je voudrais m'arrêter pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité du Niger et même de l'AES qui ont démontré une fois de plus leur professionnalisme et leur capacité à prévenir, au-delà même d'assurer la sécurité des Nigériens, à prévenir sur les menaces à venir. Pendant que, vous vous rappelez, plus d'une décennie où des gens comme Mohamed Bazoum avaient
crié sur tous les toits qu'on était incapable, que nos forces étaient sous-équipées, qu'ils étaient faibles face à l'ennemi qui était invisible. Mais en réalité, aujourd'hui, tout se démontre que c'était d'abord un échec de son leadership et de leadership de son mentor qui a été Issoufou Mahamadou. C'est cela l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui les Nigériens sont, avec leurs frères du Mali et du Burkina, qui se joignent ensemble pour féliciter et rendre hommage à ces forces qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir endiguer toutes les menaces qui peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce que ceux qui veulent agir avec cet armement-là, une fois que leur sale besogne aura été effectuée, ce n'est pas à eux de venir sortir au grand jour. Non, ça va être à des Nigériens perdus, à des Nigériens apatrides qui vont venir assumer la sale besogne qu'ils ont fait. C'est pourquoi nous parlons des traîtres internes et aussi des traîtres externes qu'il faut dénoncer, qu'il faut débusquer et qu'il faut, comment je vais dire, neutraliser à plus jamais pour que cette révolution-là puisse continuer son chemin. L'histoire a cette manière implacable d'être inarrêtable. Ce qui est en train de se passer, la vague qui s'est soulevée au Sahel, elle est inarrêtable. Les gens continueront à vouloir freiner, à vouloir nuire, mais ils ne pourront rien parce que les peuples sont décidés et les peuples sont derrière les autorités aussi qui n'ont d'autre choix que de respecter la volonté des peuples. Ils l'ont démontré et ils ont cette capacité, ce courage-là d'assumer les décisions qu'ils prennent. Arsenal de guerre, vous l'avez décrit, Habib Boubacar Touré, des roquettes, des missiles sol-air, des armes de dernière génération, des munitions, des bombes, mais surtout des cartes de toutes les localités du Niger, mais globalement de la sous-région ouest africaine. Oui, ça peut paraître surprenant, voire ahurissant, mais elle est bel et bien avérée, cette information. Omar Amadou Issoufou, si on s'en tient au propos de Sylvain Ité, au moment où il quittait le Niger, il avait dit même sans être à Niamey, nous exerçons nos activités. Et sur les plateaux de télé du côté de l'Occident, on se souvient de ces experts militaires français, ces agents de la direction des renseignements qui disaient que maintenant que Sylvain Ité n'est plus du côté du Niger, il sera beaucoup plus facile de mener des opérations de déstabilisation beaucoup plus clandestines. On est tenté de l'affirmer ce soir, Omar Amadou Issoufou, avec toutes ces saisines, ou du moins avec bien sûr toutes ces perquisitions, nous sommes en plein dans ces missions clandestines de déstabilisation. Oui, effectivement, Monsieur Nguené, ce que Sylvain Ité vient de dire, c'est une vérité incontestable. Parce que Sylvain Ité, il a ses raisons, ils ont leur personne, et ils le savent très bien qu'au Niger, et même les militaires qui ont pris aujourd'hui le pouvoir, le CNSP, ils sont conscients que tout ce que nous constatons au Niger, c'est qu'il y a une défaillance. Il y a le traître intérieur. C'est ça le grand problème du Niger aujourd'hui. Ce ne sont pas des Français qui manœuvrent toute cette, comment on appelle, cette guerre qu'ils veulent nous imposer. Ce n'est pas seulement les Français qui les manœuvrent. Les Français ont déjà payé. Sylvain Ité, ils ont leurs pions, que ce soit au niveau de la population civile, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau de l'armée, ils ont toujours leurs complices. Et aujourd'hui, le CNSP a pris le pouvoir du Niger. Donc, il faut vraiment être bête pour comprendre, pour accepter, dire qu'on a chassé la France et on va bien dormir. Ça, c'est faux. La villa, là où cet arsenal de guerre a été découvert, mais cette villa appartient à qui? Il faut se poser la question. Omar, peut-être avant de poursuivre, on va vous demander d'activer votre caméra. Parfait. Là, vous me voyez? Oui, je pense que c'est bon. Voilà, vous parliez de cette villa du côté du quartier francophonie de Tchangari. Mais il faut se poser la question. Tchangari, c'est dans le centre-ville de Niamey. Cette villa appartient à qui? Peut-être que c'est un dignitaire de l'ancien régime qui l'a mise en location pour cette armée française. Des institutions françaises qui ne foutent rien que de préparer une guerre contre le Sahel. Aujourd'hui, nous avons vu les armes découvertes hier. C'est des armes qui n'existent même pas peut-être en Afrique. Notre armée n'a jamais eu ce genre d'armes. Et des lunettes vision nocturne que nous, nos militaires n'ont pas. Des drones que nous avons vus. Et toutes ces mines anti-chars qui ont été découvertes,
à Tesker, dans la région des Anders, là où Bazoum Mohamed se réclame de natif. Et tout cet arsenal de guerre appartient à qui? C'était pour faire quoi? Mais aujourd'hui, le CNSP doit comprendre. Nous avons dénoncé. Aujourd'hui, la France utilise les ambassadeurs qui sont à l'étranger au nom du Niger. Ils utilisent aujourd'hui les hommes politiques qui sont à l'intérieur de notre pays. Ils utilisent quelques armées qui sont pourries, vendues, qui sont au sein de ce mouvement du CNSP. Parce que sans les militaires, ces armes ne serviront à rien, effectivement, vous le savez. Mais aujourd'hui, ce plan, est-ce qu'ils ont arrêté un Français? Est-ce qu'ils ont arrêté un Français après, derrière ces armes? Non. C'est des Nigériens qui sont là en train d'être manipulés et mettre en place un commando pour passer à l'assaut. Leur objectif, ce n'est pas pour sauver Bazoum. Leur objectif aujourd'hui, c'est de tuer nos généraux, c'est de tuer nos militaires pour faire mal au Niger et effrayer le Mali et le Burkina. Mais malheureusement pour eux, le peuple est engagé, le peuple est déterminé. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, la vie du peuple du Niger est plus à risque que le CNSP qui aujourd'hui sont au pouvoir. Parce qu'eux, ils ont des armes, ils se protègent. Nous, la population civile, nous n'avons pas d'armes. Et c'est dans nos quartiers que se trouvent des bases. C'est ce que nous avons vu. Qui sait combien de ces genres de villas sont là, aujourd'hui au service de la France? Si Sylvain Ité peut rester en France, dire qu'eux, sans même être là-bas, ils peuvent manipuler jusqu'à des experts viennent sur des chaînes françaises pour dire que de loin, c'est là qu'ils peuvent attaquer le Niger. C'est qu'il y a vraiment un clan des Nigériens, pas des Français, des Nigériens qui sont au service de la France, qui prennent chaque fois de l'argent, qui aujourd'hui manipulent les choses. Donc il faut que les gens fassent très attention et comprendre que ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu. Il y a combien de ces genres de villas qui sont cachés? Et il y a combien de personnes qui sont prêtes pour mettre la vie des Nigériens en danger juste pour leur intérêt personnel? Le CNSP doit être sérieux dans ce qu'ils font. Au Mali, Assimi Goïta ils ont voulu l'assassiner dans une mosquée avec un couteau. Il y a un jeune qui a voulu le poignarder. Mais malheureusement pour ce jeune. Donc c'est la même chose au Niger. Il faut qu'ils fassent comme le Mali. Ils ont changé toutes les personnes, que ce soit les ambassadeurs, les ministres, les anciens ministres, les personnes qui ont des postes clés. Tout ça. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité doit être interpellé. Comprendre pourquoi, comment. Alors, qu'est-ce que la gendarme et la police fait au Niger? Une partie est complice. Ça, c'est très sûr. Il faut vraiment que les CNSP fassent très attention. Et nous, cela nous indigne. Nous sommes en guerre contre la France. La France utilise tous les moyens pour nous déstabiliser et nous faire tomber, mais ils ne peuvent pas parce que le peuple est soudé. Nous avons une brigade de veille, des jeunes qui n'ont pas d'armes, qui mettent leur vie en péril, en danger pour le pays. Il faut que le CNSP prenne sa responsabilité, essaie de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et appeler toutes les personnes qui ont ces genres de villas et savoir qui aujourd'hui occupe ces villas et que toutes ces villas soient vraiment fouiller et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce que j'ai à dire pour un début. Merci. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou. Patient parfum d'homme, que vous inspire justement cet arsenal, ce véritable arsenal de guerre? Les autorités nigériennes ont-elles raison de parler de lui comme étant celui qui est destiné à mettre en place cette opération, du moins cette stratégie de déstabilisation de la transition? Parlant justement de cet arsenal de guerre, vous avez certainement eu ces images, on parle de ces perquisitions. Tout d'abord, la première effectuée il y a précisément un mois du côté de Tesker, dans la région de Zinder. Je pense que si je me trompe, Habib Boubacar Touré pourra éventuellement revenir là-dessus. On parle de cette deuxième perquisition, cette fois dans une villa située en plein cœur de Niamey. Nous sommes au quartier francophonie de Tchangaré, avec notamment tout cet arsenal de guerre aujourd'hui, des autorités nigériennes qui parlent d'un arsenal destiné à mettre en place une stratégie de déstabilisation. Bon, moi je crois que c'est de l'ordre de l'évidence. J'en ai parlé sur votre plateau plusieurs fois, depuis que ces troupes ont décidé de prendre à main leur destin. J'ai dit maintenant que la bête est blessée, elle va déployer d'autres stratagèmes pour tenter, n'est-ce pas, de revenir en déstabilisant évidemment les nouvelles autorités qui sont au pouvoir dans ce pays. Oui. C'est la palissade, ce sont des évidences. Partout où vous avez eu un pouvoir colonial qui a duré longtemps, qui a dominé
un espace comme c'est le cas du Niger, de manière outrancière sur tous les niveaux, politique, militaire, économique, social, etc., etc., le jour où vous le chassez, il faut que les gens revisitent l'histoire, vous êtes absolument sûr qu'il y aura toujours des hommes liges à l'intérieur, des cellules dormantes à l'intérieur, des agents d'honorables correspondants, voilà le terme qui est le mieux employé, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps dans cet espace. Il y a des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner, mais arrêtez qu'ils travaillent avec eux. Et là où je suis d'accord avec notre ami qui vient d'intervenir, Omar Abadou Issoufou. mais c'est qu'il faut une meilleure organisation sécuritaire au niveau du Niger et au niveau de Niamey plus précisément. Mais sinon, comment expliquer qu'une villa qui était occupée par des prétendus instructeurs français, depuis que cette villa a été libérée de ses occupants, qu'elle n'ait pas reçu une visite de fin limier pour faire un état des lieux. Dans quel état des lieux les soldats français ont laissé la villa, entre autres? Totalement. Même sur le plan électronique. On peut même laisser soi-disant une villa, tout ramasser, tout évacuer, mais laisser des puces électroniques qui renseignent sur les nouveaux occupants. Donc, comment est-ce possible? Donc, il faut une reformulation. Cela a été un manquement pour mais vous? Évidemment, c'est un manquement. Évidemment que c'est un manquement. Depuis que ces soldats sont partis, que c'est aujourd'hui qu'on découvre ce poteau rose, signifie quand même qu'il y a encore des zones d'ombre ou bien des zones de faiblesse en ce qui concerne l'aspect sécuritaire à l'intérieur de la ville de Niamey. Il faut passer toutes ces villas, tous ces lieux où ces gens ont résidé au pain fin et renforcer davantage l'aspect sécuritaire. Il y a, malgré cette découverte, je suis prêt à mettre ma main au feu, il y a encore des cellules dormantes au Niger et à Niamey, ça c'est clair. Surtout parce qu'on a eu l'impression qu'il n'y a pas eu, et là je suis d'accord toujours avec mon ami de tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu un véritable coup de balai vis-à-vis des anciens dirigeants, surtout du régime Bazoum. On a l'impression que, bon, c'est vrai que c'est difficile, mais au moins, il faut... Il fallait commencer peut-être par là. Oui, que les gens montrent vraiment pas de blanche. Régime Bazoum. Oui, que les gens montrent vraiment pas de blanche. Parce qu'ils l'ont quand même soutenu dans la bêtise pratiquement jusqu'au bout. Je me souviens encore de ce général qui venait faire la morale, n'est-ce pas, aux panafricains que nous sommes et à d'autres Nigériens qui leur demandaient que mais c'est quoi ce que vous êtes en train de faire? Bazoum lui-même, son attitude vis-à-vis de ses propres forces armées, ça dénote quand même des complicités qu'on ne peut pas totalement imaginer ici maintenant. Donc, le CNSP a de pain sur la planche. Il faut qu'il retoque complètement sa structure sécuritaire, revoie les mécanismes de base, n'est-ce pas, de comment de nouveau remettre un nouvel organigramme sécuritaire en place et travailler d'arrache-pied 24 heures sur 24. Maintenant, je suis d'accord, je suis content de savoir que les populations civiles eux aussi prennent leur part de responsabilité par le biais du renseignement, par le biais de l'encadrement, par le biais de la sécurisation des quartiers. Il faut, une fois de plus, les organiser. J'aimerais voir au niveau de Sahel, ce n'est pas seulement une affaire de ce militaire-là, des véritables organisations à la fois politiques, syndicales, de la société civile, de la jeunesse, des femmes, qui accompagnent justement ces pouvoirs de transition dans leur mission, à savoir tout faire pour redonner, n'est-ce pas, de la noblesse, de la dignité, de la fierté à ces États-là qui se battent pour sortir ce que j'aime appeler de cette cage de fer-là. À eux seuls, ces militaires, ces dirigeants de l'armée, s'ils pensent que cette tâche-là leur incombe à eux tout seuls, ce n'est pas possible. Et pour cela, j'insiste sur le mot organisation. L'organisation, ce n'est pas seulement des foules, mais c'est aussi des comités, c'est aussi des partis, c'est des syndicats, c'est des organisations de la société civile
des jeunes, des femmes qui se rencontrent souvent, qui font le point sur leurs activités, qui font des rapports sur leurs activités, qui quadrillent complètement une capitale comme Niamey et tout le pays, n'est-ce pas, en renvoyant de manière quotidienne, n'est-ce pas, des rapports sur leur activité, sur ce qu'ils découvrent, sur les points faibles, n'est-ce pas, de la sécurité, sur les points qui peuvent laisser, n'est-ce pas, comme des zones d'ombre qui peuvent être utilisées par les ennemis demain. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas une phobie de dire que bon, là maintenant on va rentrer dans une espèce de phobie de tout le monde qui espionne tout le monde, mais il faut vraiment resserrer davantage le boulon, parce que l'ennemi qui est en face, ce n'est pas un enfant de cœur. Tout à l'heure, Habib essayait de grainer le nombre de chefs d'État qui ont été tués. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Ils sont capables, n'est-ce pas, de créer de nouveau une espèce de chenille au niveau de ce pays-là. Donc, vraiment, qu'on renforce et qu'on redéfinisse encore l'aspect sécuritaire dans ce pays. Je continue de dire, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est de trouver qu'une villa aussi importante comme celle-là, où des cadres, n'est-ce pas, de l'armée française ont séjourné pendant très longtemps, qu'elles soient laissées à l'abandon, et que, très rapidement, après le départ de cette armée-là, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, et de renseignement qui soient passés là pour essayer de voir dans quel état, n'est-ce pas, la maison avait été laissée. Et attention, et là, pour sortir, doyen, pour sortir par là. Vous savez, comme il n'y a pas que dans le désert, même dans les villes, on fait semblant d'avoir oublié. Mais parce qu'on prépare des commandos qui sont ailleurs, qui vont venir se servir à ces points-là, à ces points névralgiques. C'est pour ça que je suis convaincu que ce n'est pas le point de ce point névralgique de ravitaillement qui existe et qui peuvent, vous pensez que ce n'est que peut-être l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui, oui, peut-être qu'il n'existe pas seulement de caches d'armes aujourd'hui, qu'il y en a peut-être plus. Mais il n'y a pas que ces caches d'armes. Vous avez vu même des drones, vous avez vu des lunettes à vision nocturne. Mais je dis qu'il peut y avoir comme ça des dizaines, voire des centaines de structures, de ce type de points, n'est-ce pas, dans une ville comme Niamey ou bien dans le pays. Mais le moment venu, quand on va donner le OK maintenant, vous allez voir les gens sortir de nulle part, venir se servir dans ces arsenaux-là, et puis très rapidement créer la situation que nous redoutons tous. Donc, aux dirigeants nigériens, comme aux autres, davantage verrouiller encore la question sécuritaire, vraiment pour que nous soyons à l'abri des surprises désagréables qui vont être un véritable cauchemar, parce qu'on ne dit pas assez. Imaginons que l'un des dirigeants de l'AIS soit assassiné aujourd'hui. On ne peut pas... L'impact que cela peut avoir, personne d'entre nous ne peut le prédire aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Habib Boubacar Touré, la question, du moins la préoccupation de patient parfum d'homme est tout de même fondée. Comment une villa comme celle-là, située en plein cœur de Niamey, n'a-t-elle jamais été perquisitionnée, ou du moins depuis le départ des instructeurs français? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on pourrait évoquer aujourd'hui des failles au niveau de l'appareil sécuritaire? Est-ce qu'il y aurait éventuellement des raisons de penser qu'à ce niveau, il y a des efforts à fournir encore un peu plus de la part des nouvelles autorités, ou du moins de la part des autorités légitimes du Niger, celles réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ou encore au sein du gouvernement de transition? Monsieur Nguéné, sur la question sécuritaire, il y a toujours des efforts supplémentaires à faire. Mais ne serait-ce que la découverte de cette cache-là prouve que les forces de défense et de sécurité, les services de renseignement font leur boulot. Mais pour mieux comprendre la portée de ce travail extraordinaire qui a été fait, il faut connaître le Niger d'avant le 26 juillet. Vous savez, le Niger était cet espace-là qui était devenu un passoire, où les forces italiennes, allemandes, américaines, françaises, toutes les forces extérieures étaient dans un territoire sur lequel ils avaient une certaine immunité, une certaine facilité de mouvement extraordinaire, où les autorités qui étaient en place, en tout cas tout ce qui était en charge des responsabilités du pays, ne se souciaient pas du tout de là où ils peuvent être et de là où ils ne peuvent pas être. Ils avaient des points de chute, comment je vais dire, officiels, c'est-à-dire les casernes et les points dans lesquels ils sont,
Et ils avaient aussi également des endroits comme celui-ci, certainement, où il ne faut pas que ça nous étonne qu'on découvre d'autres dans les semaines et dans les mois à venir, où ils pouvaient s'installer sans avoir informé au préalable les autorités, ou du moins, en tout cas, les larbins qui faisaient office d'autorité du Niger jusqu'au 26 juillet. C'était ça, la situation réelle sur le terrain. On a passé notre temps à décrier cela, sur le danger que cela pouvait être. Vous avez vu, même de façon officielle, au lendemain du 26 juillet, la communication officielle était 1500 soldats, parce que c'est ça qui était écrit sur les papiers. Mais quand il était arrivé de faire le décompte pour leur départ, on a observé qu'on était largement au-dessus de ce nombre-là annoncé de façon officielle. Donc, l'autre chose aussi, c'est que les maisons de location dans lesquelles ils étaient, c'était des maisons qui appartenaient exclusivement aux gens du régime, puisque c'est eux qui étaient les voleurs de la République, qui avaient de l'argent pour construire des maisons dans des nouveaux quartiers comme cela a été dit, Tchangarek. Rappelez-vous, quand il y a eu la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, c'était encore dans ce quartier-là que les gens ont été pris de façon surpris par les éléments de la garde présidentielle, parce que c'était là-bas que se trouvait la base arrière qui devait servir de refuge pour Mohamed Bazoum une fois extirpé du cordon sécuritaire du palais présidentiel. Ce sont des nouveaux quartiers qui n'appartiennent, où vous allez voir des constructions qui dépassent l'entendement. Tout, c'est-à-dire, si vous voulez réellement comprendre l'étendue de la corruption et de la gabegie qui a caractérisé la décennie dernière au Niger, il faut vous rendre dans des quartiers comme Tchangarek, où c'est des constructions hollywoodiennes que vous allez trouver là-bas. Donc, toutes ces maisons appartenaient aux dignitaires de l'ancien régime. Mais justement, c'est là tout le problème. Patient Parfum d'Homme en parlait il y a quelques instants. On a l'impression qu'il n'y a pas eu une forme de purge après justement l'arrivée des nouvelles autorités. On a l'impression que les fonctionnaires, les dignitaires de l'ancien régime sont toujours en place. Comment on explique cela, Habib Boubacar Touré? Est-ce que ce n'est pas la cause de tous les problèmes auxquels les nouvelles autorités sont aujourd'hui confrontées? Vous savez, les événements du 26 juillet avaient cette particularité d'être des événements un peu incontrôlés. C'était la garde présidentielle qui a décidé de mettre aux arrêts le président de la République avant que les autres forces intérieures ne viennent le supplier. Et les anciens dignitaires avaient eu, dans ce laps de temps-là, les 3 jours entre le 26 et le 29, toute l'amabilité de pouvoir se mouvoir. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux ont été exfiltrés du territoire par justement ces mêmes Occidentaux-là à travers leurs différents circuits. Le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, qui a passé son temps à vociférer sur les plateaux, son premier ministre, ainsi de suite, la plupart d'entre eux qui sont aujourd'hui en exil. Et maintenant, sur la question des maisons qui ont pu être occupées, je vous avoue que c'est un travail de fourmi qu'il faut abattre pour pouvoir débusquer maison après maison, tellement le travail il est énorme et tellement il y a une certaine opacité là-dessus. Mais nous ne doutons pas sur le fait que les forces de renseignement et de sécurité arriveront à faire ce travail de fourmi. L'autre chose aussi sur laquelle je suis parfaitement d'accord avec le doyen, c'est la question de la proximité entre les forces politiques, les forces sociales et les forces vives de la nation avec le CNSP. Vous savez, la plupart des gens qui combattent aujourd'hui la révolution en cours au Sahel sont ces mêmes anciens hommes politiques qui ont pu être exfiltrés du pays. Il y a un adage qui dit que un lapin moderne, il n'y a qu'un chien moderne qui puisse l'arrêter. D'où l'utilité que le CNSP puisse réellement se rapprocher davantage avec ces forces politiques progressistes qui étaient là sur le terrain en train de dénoncer tout ce que le CNSP est en train de déconstruire aujourd'hui depuis plusieurs décennies, et également les forces sociales, les syndicats, les associations, les ONG qui sont tous les jours, que vous avez vu la mobilisation du peuple nigérien qui a été menée de main de maître pendant les 5-6 derniers mois, où on a pu quand même engranger tous ces résultats ô combien louables qui a été le départ définitif des forces sans qu'une seule balle ne puisse être tirée. En ce sens, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire
pour que cette synergie-là d'action puisse réellement être renforcée et que cela puisse permettre d'aller au-delà de tous les complots qui peuvent être ourdis contre le peuple du Niger et les peuples du Sahel. Merci à vous, Habib. Alors, Omar Amadou Issoufou, vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui clairement? On regarde la situation. On pensait être sorti de l'auberge, que non. La difficulté, elle est clairement là. Ça montre toute la complexité, justement, de cette dynamique de révolution, ou du moins de cette dynamique particulièrement parlant du cas de votre pays, le Niger. Mais vers quoi on se dirige quand, de temps en temps, on remet au grand jour toutes ces velléités de déstabilisation? Ça montre qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'objectif ultime, celui de la souveraineté, celui de l'indépendance complète du peuple nigérien. Effectivement, aujourd'hui, le problème du Niger, c'est vraiment un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'institution, ce n'est pas un problème de politique. Aujourd'hui, ce que nous constatons au Niger, c'est un problème d'homme. Et nous avons le CNSP qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, si on constate, le CNSP est en train de lutter pour conserver le pouvoir. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on peut conserver un pouvoir. Il faut aller à l'objectif principal. Même si, dans cette lutte, ils arrivent à décéder ou à être éliminés, si vraiment ils ont laissé une ligne directrice qui peut diriger le peuple vers le souhait du peuple ou vers le combat que nous voulons mener, je pense que c'est un honneur pour eux. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va travailler avec les personnes. Pourquoi aujourd'hui on fait coup d'État dans un pays? C'est parce que si tout ne va pas, c'est quand les choses ne vont pas bien, c'est quand il y a vraiment une crise institutionnelle, politique, tout cela, qu'on passe à un coup d'État. Et après un coup d'État, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer. Si on écoute le général, chef de l'État du Niger, Tiani, quand il s'exprime, vraiment, vous lui donnez toute la confiance et vous avez confiance en lui. Et il dit des choses vraiment incontestables, des choses qui rassurent. Mais à l'action, il faut joindre l'acte à la parole. Il faut aujourd'hui que les gens arrivent à comprendre que la France est comme une peste au Niger qui a laissé toujours ses traces. Nous devons soigner ces traces. Les traces de la France, là, elle a toujours le monopole d'envoyer de l'argent à des Nigériens pour pouvoir manipuler toujours cette guerre. Si jusque-là, on n'arrive pas à exterminer le terrorisme, le Burkina a pris sa responsabilité, le Mali a pris sa responsabilité, le Niger a pris sa responsabilité, mais à chaque fois, on constate des centaines, voire des milliers de terroristes qui bougent, qui sont en mouvement dans le Sahel, sur des motos, avec des armes toujours françaises. Mais il faut se poser la question. Il y a quelque part là où il y a des bases avancées dont les Français occupaient dans le combat, dans la lutte contre le terrorisme, qu'ils disaient dans le passé, qui sont toujours contrôlés par ces mêmes Français. C'est la même chose chez nous, aujourd'hui au Niger. La première des choses, c'est d'abord, quand vous renversez un pouvoir, vous allez interpeller toutes les personnes qui ont servi le pouvoir renversé d'abord. Voir clair avant de les libérer s'ils sont libres. Et la deuxième des choses, il faut d'abord voir les biens que ces personnes ont pu acquérir, avoir dans l'illégalité, dans l'injustice, comment on appelle, le vol des biens publics. Il faut d'abord assainir. Comment est-ce que vous pouvez mettre en location une maison sans pour autant savoir la personne qui occupe cette maison-là, il est qui, il est quoi? Donc il faut que cela soit clair. Les Français viennent jusqu'à présent au Niger. À l'étranger, les ambassadeurs qui sont là au service de Bazoum leur donnent les visas pour qu'ils rentrent au Niger, soi-disant je ne sais pas, des gens de ONG ou de quoi. Ils rentrent au Niger tranquillement, sans se préoccuper. Ils viennent aussi pour voir l'argent qui a été envoyé à voir des jeunes pour organiser, se mobiliser, s'organiser encore pour attaquer le Niger. Donc, il faut que le CNSP prenne vraiment sa responsabilité. J'ai fait des vidéos, je suis en train de les interpeller toujours qu'il est de leur responsabilité de voir leurs collègues de travail. Il y a toujours des personnes qui sont avec eux, mais qui sont au service non seulement de la France, mais aussi des États-Unis. Il ne faut pas oublier l'Amérique. Les États-Unis, ils sont là, ils ne sont pas là pour notre bien, parce qu'ils préfèrent aider la France à détruire le Niger pour qu'ils puissent rester espionner l'Afrique.
que de soutenir le peuple du Niger pour que ce peuple soit libre totalement et développé. Donc, il faut que cela soit clair. Il faut vraiment que le CNSP comprenne qu'on ne veut pas aller et revenir à la case de départ. Quand vous faites un travail, faites-le bien. Soit vous le faites, soit vous laissez quelqu'un d'autre le faire. Nous, voilà ce que nous disons. Mais jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous allons toujours soutenir ce CNSP. Mais il faut qu'ils prennent les responsabilités et comprendre qu'ils sont les responsables numéro 1 de mettre fin à tout ce banditisme. De Niamey jusqu'à Difa, il y a toujours ces genres de postes avancés qui sont en train de s'organiser pour attaquer non seulement le régime, mais le peuple du Niger. Voilà ce que je veux dire. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou. Alors, c'est au peuple ou alors aux autorités de prendre clairement leurs responsabilités. Parce que là, les velléités de déstabilisation ne manqueront pas. Ça, c'est sûr et certain, patient parfum d'homme. Oui, d'abord, je félicite Omar Amadou Issoufou pour sa clairvoyance. Parce que vous savez, quand, je l'ai dit répéter sur ce plateau, nous avons remporté des batailles. On n'a pas encore gagné la guerre. Oui. Quand vous le dites, les gens disent « Ah, vous êtes pessimiste, vous êtes... » Non, c'est pas ça. Et là, c'est une démonstration que l'ennemi n'a pas encore totalement abdiqué. Et il est clair. Quand je vous parle d'honorables correspondants, ce n'est pas forcément des gens que vous, au premier regard, quand vous êtes face à eux, vous allez vous sentir en insécurité. Ces gens-là, ils ont infiltré le corps social africain à des niveaux que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas que les loges où les ordres sont passés. Vous voyez des gens qui sont des médecins, qui sont des enseignants, qui sont des commerçants, entre guillemets, hommes d'affaires, qui sont ci et ça, mais qui fournissent des rapports quasi quotidiens à ces puissances-là. C'est pourquoi on parle de complicité interne. Mais bien sûr qu'il y a de complicité interne. Et là, il y a un autre élément, j'espère qu'il va être réglé dans les jours, voire les mois à venir, la question de l'argent, du franc CFA. Ils battent monnaie. Ils peuvent envoyer des milliards dans des circuits que personne ne maîtrise autant pour moi, à leur gens sur le terrain. Et avec l'argent, vous, dans un pays en difficulté, comme c'est le cas des États du Sahel aujourd'hui, on a fait des richesses et des probabilités, des possibilités, j'allais dire, de décollage économique de ces pays. Mais pour l'instant, il y a la misère dans cet espace. Ne pas le reconnaître, ça veut dire qu'on est en train de faire dans ce que j'appelle la méthode Coué. Non, à la vérité, c'est difficile aujourd'hui. Mais imaginez un homme qui a faim, il est corruptible par excellence. C'est pour ça que je parle d'organisation. L'organisation permet de limiter, n'est-ce pas, la propension à un individu à être dans ces situations-là. Parce qu'avec des organisations et une bonne organisation, on ne dit que les populations. On les fait part de leurs responsabilités. Oui. On les met face à leurs responsabilités en réalité. On leur dit la lutte par l'éducation qu'on donne dans ces organisations, elle ne se limite pas seulement à aller faire des marches, mais aussi à prendre sa part de responsabilité dans la création de ce nouveau paradigme de la libération nationale. Et vous allez voir les gens faire des miracles, souvent même avec le ventre vide. Mais ils savent enfin pourquoi ils se battent. Et c'est ça qui est important. C'est pour cela que j'insiste que ces mouvements de jeunes, les syndicats patriotiques, les mouvements de femmes et d'autres mouvements politiques progressistes, justement, l'État doit travailler en symbiose. La transition militaire actuelle doit travailler en symbiose avec l'ensemble, n'est-ce pas, de ces organisations pour construire un maillage sécuritaire au niveau des territoires pour éviter justement des surprises désagréables comme celle que cette affaire aurait pu produire. Et n'oublions pas, une fois de plus, qu'on pense que c'est très compliqué. Non, ce n'est pas très compliqué. Il y a des pays d'Afrique, je ne vais pas citer les noms. Si vous entrez aujourd'hui dans ce pays, avant 2 heures du temps, la direction sécuritaire de ce pays de renseignement sait qu'il y a un étranger qui est entré. J'ai été dans ce pays, dans cette je parle. Il y a des pays en Afrique où c'est possible. Donc, il faut aller méthodiquement dans cette construction. Surtout que tout le monde voit aujourd'hui que ces 3 têtes-là, n'est-ce pas, que nous connaissons, elles sont mises à prix.
elles sont mises à prix. Et là, on oublie, il y a encore des forces armées étrangères sur le sol nigérien en plus. Donc, si les groupes se forment, des groupes de mercenaires se servent dans ces caches d'armes-là, ils auront l'appui de la part de ces armées étrangères sur le sol nigérien très rapidement. Et ils pourront créer un chaos que personne n'est capable d'imaginer. Donc je continue de dire oui, c'est d'accord. C'est un véritable travail de fourmi. Les renseignements sont en œuvre. Je pense que nos amis russes vont nous aider aussi dans ce sens-là. Et les renseignements travaillent parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais quand même, comment les gens font pour louer les maisons à Niamey? Si vous avez vraiment des comités de jeunes qui sont en alerte, ils sont capables de dire, dans cette maison, il y avait des soldats français en civil qui y habitaient. Allez regarder ce qu'il y a dans cette maison depuis qu'elle a été libérée. Donc je crois que ce travail-là, en même temps, il est fastidieux, mais il peut être un peu plus souple si on est mieux organisé, si on fait confiance à ces mouvements patriotiques et à ces mouvements progressistes, ça va donner beaucoup de résultats un peu plus probants très rapidement que là maintenant on est en train de chercher pratiquement à l'aveugle pour essayer de tomber sur des modules de déstabilisation assez violents comme ce que nous venons de constater. Mais je continue de faire confiance évidemment au CNSP, je fais confiance au peuple nigérien à qui je dis c'est le moment plus que jamais. Tout mouvement suspect doit être détecté et doit être signalé. Parce que sinon, ce que nous voyons là, c'est, je vous assure, c'est quelque chose de très dangereux qu'on a vu. C'est comme, bon, j'ai vu des noms dans les rues de Ouaga, je ne sais pas si c'était... c'est une habitude ou bien c'était tout simplement un épiphénomène de capitaine Ibrahim Traoré faire la moto. Et bon, c'est bien, mais attention. Voilà. Attention. C'est risqué. Ah, c'est très très risqué, surtout aujourd'hui. Voilà, patient, parfait d'homme. Habib Boubacar Touré, nous allons sortir de cette thématique avec notamment un dernier tour de table rapide. Messieurs, nous avons à peine 10 minutes encore à passer ensemble. Habib, c'est quoi la suite? C'est vrai qu'avec la découverte de ces caches d'armes aujourd'hui impliquant les proches du président déchu Mohamed Bazoum ou encore la France, on est clairement en alerte du côté du Niger. Et que pensez-vous de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui nie avec véhémence notamment les accusations pointées contre lui par l'ambassadeur, ou du moins l'ancien ambassadeur de France au Niger, expulsé, on parle de Sylvain Ité. C'est des accusations de son implication dans les événements du 26 juillet 2023. Est-ce qu'il nous reçoit, Habib Boubacar Touré? Alors, il n'y a pas d'Habib, il n'y a pas d'Omar Issoufou, me font d'ailleurs comprendre les réalisateurs ce soir, mais on va clôturer tout de même l'émission, vous l'avez dit, patient. Alors, Habib, est-ce que vous êtes toujours là? Omar, voilà, Omar est là. Alors, Omar Issoufou, pour sortir de l'émission, clairement, on doit rester en alerte. Avec notamment tous ces événements qui se sont succédés ces derniers jours du côté de Niamey. Deuxième volet, peut-être l'une des préoccupations qui nous intéresse également ce soir. Que pensez-vous de cette sortie de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui nie avec véhémence les accusations portées contre lui par l'ancien ambassadeur français du côté du Niger, Sylvain Ité, sur son implication présumée sur le coup de révolution du 26 juillet 2023? Je pense que moi, sur la question de Issoufou Mahamadou, moi, je peux même pas, je me permets même pas de parler tellement cela me donne de la peine, cela m'énerve, cela me choque. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Issoufou Mahamadou qui est le chef d'orchestre. Il est l'initiateur de ce malheur. Il a bien travaillé, il l'a organisé pour vraiment la faire reprendre sur tout le Niger. Issoufou Mahamadou et Sylvain Ité, ils sont tous ces deux élèves avec un seul maître. Ils travaillent tous pour la même personne. C'est pour divertir les gens, c'est pour aujourd'hui nous ridiculiser, c'est pour ridiculiser aussi le CNSP, le régime du CNSP.
Vous n'êtes pas sans le savoir. Si les militaires français sont au Niger, si aujourd'hui la force Barkhane est au Niger, tout ça, c'est grâce à les Issoufou. Ils ont envoyé les Français, Issoufou, il a envoyé les Français au Niger sans pour autant consulter le peuple. Il a forcé le Parlement, l'Assemblée, et que l'Assemblée était remplie de corrompus. Quelques-uns seulement sont vraiment engagés, patriotes, et qui ont refusé. Mais la masse a accepté parce qu'ils ont reçu de l'argent. Cette même somme qu'on continue toujours de donner à des bandits, à des jeunes, pour gâcher, pour, comment on appelle, corrompre leur esprit et attaquer le Niger. Issoufou les ont fait. Ils étaient les financeurs de ce manœuvre pour déstabiliser le Niger. Si aujourd'hui il veut s'attaquer à Sylvain Ité, c'est tout simplement pour pouvoir faire oublier aux Nigériens ce que lui, il a pu vraiment perpétrer comme crime et haute trahison contre le Niger. Issoufou a imposé Bazoum aux Nigériens juste pour protéger son arrière. Issoufou a fait du mal. Si Bazoum est là, Bazoum aussi est un dommage collatéral. Il est là. C'est parce qu'il voulait le pouvoir, il voulait se donner un empire, dire qu'il est roi, il est ceci, il est cela. Voilà ce qu'il a conduit aujourd'hui là où il est. Mais Bazoum est un peu mieux même que Issoufou par rapport à ce que nous vivons. Parce que Issoufou a fait 10 ans dans ça. Il est soutenu par tous les Bazoum. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre. Il ne faut pas qu'on se désoriente de la mission. Nous, cela ne nous regarde pas. Issoufou et Ité ont le même patron qui est Macron, leur petit-fils là. Donc, à Sylvain Ité, il n'a jamais respecté le Nigérien. Il est là pour servir l'Occident. Il est là pour déstabiliser le Sahel. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui dire au CNSP avant de sortir, c'est ça qui est important. La question de Issoufou, c'est un non-événement. Nous attendons la justice nigérienne pour qu'il puisse mettre la main sur Issoufou. Et nous allons nous constituer en partie civile pour, en tout cas, porter plainte contre lui, contre la haute trahison qu'il a pu perpétrer au Niger. Nous ne le cachons pas. Donc le CNSP doit prendre ses responsabilités et comprendre qu'à Niamey est divisé en deux parties. Il y a la rive droite et la rive gauche. Donc nous avons plus de 360 quartiers. Ils n'ont qu'à essayer de voir dans chaque quartier d'avoir du jeune engagé et patriote pour les faire enrôler en ce qui concerne le maintien de l'ordre et de renforcer la sécurité à Niamey. Je pense que cela est plus important pour nous et de rappeler tous les ambassadeurs issus du régime usurpé de Bazoum qui donnent aujourd'hui des visas, des passeports et même parfois des passeports nigériens pour que ces gens puissent rentrer chez nous et déstabiliser le Sahel. Donc je pense que le CNSP doit noter et faire preuve de responsabilité. Chani l'a dit, s'il trahit le Niger, que Dieu le trahisse. Donc Dieu ne dort pas. Dieu, il est toujours là, il est conscient. Il entend, il écoute, il voit, il sait, il connaît tout. Et nous ne souhaitons pas qu'un malheur arrive à nos dirigeants. Donc voilà pourquoi nous les interpellons et de faire très attention à toute cette société civile nigérienne qui se constitue toujours des associations de soutien du CNSP. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas capable de me dire la vérité. Aujourd'hui, tout le monde dit que le CNSP travaille, on les soutient. C'est vrai, on leur veut au pouvoir. Mais il faut qu'on leur dise leurs erreurs pour qu'ils arrangent. Parce que si on les pousse aujourd'hui, dans l'erreur, je pense que c'est nous qui allons payer les pots cassés. Donc, le margouillat ne peut pas mettre sa tête quelque part sur le mur tant qu'il n'y a pas de fissure. Et nous avons nos traîtres internes. Il faut que cela soit vraiment pris en compte et que les institutions soient assainies pour un Niger meilleur et une lutte, vraiment une victoire incontestable. Voilà ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir invité pour cette journée. Merci à vous, Amadou Issoufou Omar, Didier Penda, en direct du Caire, en Égypte, ce soir. Alors, Habib Boubacar Touré, certainement, on va sortir de l'émission avec vous. On l'imagine bien, le Niger est clairement en alerte après tous ces événements, les événements de ces derniers jours. Toujours pas de retour à Habib Boubacar Touré. On va y en profiter pour lui dire merci, lui qui était avec nous tout au long de cette émission, du moins, durant bien sûr toute la première partie d'émission. Habib Boubacar Touré, analyste politique, présent d'ailleurs du côté de Niamey. Merci également à vous, patient parfum d'homme. Nous sommes arrivés au terme de cette émission du Point sur l'actualité, la dernière livraison de la semaine. On a fait le job, doyen, une fois de plus pour cette semaine. Merci à nos nombreux téléspectateurs, à nos nombreux auditeurs pour ceux qui nous prennent en relais chaque jour sur les antennes de For You Media Africa.
la fréquence, la 96.3 FM For You Radio. N'oubliez surtout pas de télécharger également l'application, de vous rendre sur nos différentes plateformes numériques pour vivre en direct et en exclusivité d'informations en continu. Merci à la grande équipe de la réalisation. Vos programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.